Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous enchaînons avec les débats dans le 10h midi avec aujourd'hui Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour cher Kevin, bonne année. Bonne année. Je dis bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus. Najwa Laïté, docteur en droit public. Vous avez publié La laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Je trouve qu'il y a une enquête à faire sur l'application des décisions de Gabriel Attal. Parce qu'il a fait des propositions, il a pris des décisions courageuses, j'y pense à propos de la laïcité. Et je voudrais savoir si elles sont respectées. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune abaya dans les écoles ? Tiens, vous pouvez peut-être me répondre, Kevin ? Moi, je suis dans un établissement où il n'y avait pas ce problème. D'accord. Après, quand on écoute les collègues qui sont dans d'autres établissements, ça a été réglé. Et ça montre que quand on fait preuve de fermeté face à l'islam politique, en fait, ça fonctionne. Et je pense que les hommes politiques devraient s'inspirer de ce qu'a fait Gabriel Attal. Un peu de courage pour rétablir les valeurs de la République et de la laïcité. Mais je voudrais qu'on fasse un tour de France, éventuellement, qu'on aille voir comment ça se passe. Alexis Poulain est avec nous. Bonjour Alexis, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins et le vendredi. On vous retrouve avec Poulain sans réserve entre 12h et 13h. Thomas Alexhauser, secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour, bonne année à vous. Je conseille l'excellent guide du routard consacré à l'Eure. Je vous ai offert pour Noël. Absolument, que j'ai reçu et je vous en remercie. Gabriel Attal, Premier ministre, 53% des Français. C'est un sondage IFOP. On va y revenir dans un instant. Alors, il plaît beaucoup aux seniors, beaucoup plus aux seniors. Je vois Alexis qui est absolument dépité. L'électricité va augmenter de 10%. Et puis, on peut parler de nos policiers mobilisés pour les Jeux Olympiques. Ils veulent que leurs conditions de travail soient un petit peu prises en compte, améliorées, et puis peut-être une revalorisation de leur salaire. On va commencer avec votre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Najwa, c'est un coup de gueule, vous avez raison, on en parle assez peu. Oui, on en parle assez peu, en effet. Alors, mon coup de gueule concerne une triste actualité. Un SDF, donc un sans domicile fixe, retrouvé mort dans une cave en plein épisode de froid. Et juste avant lui, une femme d'une 60aine d'années, sans abri, a connu le même sort. Donc, chaque année, en plein épisode de froid, ce sont les mêmes nouvelles, hélas. Et on ne peut pas y rester insensible. Et c'est pour ça que je tenais à faire un coup de gueule sur cette thématique. Alors, on se pose toujours la même question et on se souvient notamment de la promesse du président de la République, Emmanuel Macron, en juillet 2017, qui disait, je reprends ses propos, ne plus vouloir avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Donc, il s'agit d'une question tout simplement de dignité humaine. Alors, le président de la République l'avoue lui-même, il a échoué sur ce volet. Sur le profil de ces SDF, je pense que c'est important aussi de s'y attarder. Ce sont des chômeurs. Vous avez également des travailleurs pauvres. Vous avez également des enfants. Vous avez l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme en mettant en avant un chiffre terrible, c'est-à-dire 3000 enfants qui dorment dans les rues. Donc vous voyez ce type de profil de SDF, et ça peut vous arriver, enfin je le souhaite pas, mais quand vous avez, je le vois en tant qu'avocate, des parcours de vie suite à un divorce qui se passe mal, ou une situation professionnelle qui devient tout d'un coup, entre guillemets, vulnérable suite à un licenciement, vous pouvez basculer dans cette situation. C'est ce que nous a dit Norbert Harrer, qui était avec nous, qu'il est allé, lui, au Resto du Cœur à une époque de sa vie où il a fait faillite avec une de ses entreprises et qu'il a été obligé d'aller de se tourner vers une banque alimentaire. Donc oui, ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver en effet à tout le monde, et vous avez différents hommes politiques qui ont promis zéro SDF dans la rue. Alors pour les associations, zéro SDF, c'est un peu complexe d'obtenir cette belle ambition, mais il s'agit d'obtenir une réduction du nombre de personnes qui dorment
dorment dans les rues, et c'est possible. On parlait tout à l'heure, Kevin parlait de volonté politique. Eh bien, s'il y a la volonté politique de créer plus d'établissements d'urgence, plus de logements sociaux, mais ils ne veulent pas forcément y aller. C'est l'argument qu'on vous donne en disant parfois les SDF ne veulent pas y aller, mais peut-être aussi parce que les conditions d'accueil ne sont pas... Cela touche aussi la crise du logement, malheureusement. C'est là où j'en venais. Puisque nous avons, chez moi, des centaines de familles qui ne trouvent pas de logement accessible, y compris sans parler des problèmes de taille de logement, etc., accessible. Et il y a une chape de plomb administrative qui est énorme sur les permis de construire, les autorisations, les terrains disponibles, etc. Et ce que vous dites, madame, illustre bien, et d'ailleurs le président Larcher, hier, dans sa réaction à Gabriel Attal, a appelé à une véritable concertation et un travail d'ampleur sur la crise du logement que nous traversons avec les élus locaux, avec les pouvoirs publics décentralisés. Oui, j'entendais ce matin le témoignage de quelqu'un qui a été obligé de se tourner vers un marchand de sommeil, quelqu'un qui travaillait et qui a été logé pour 600 € dans un garage. C'est absolument indigne et inacceptable. Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Najwa parlait du grand basculement qui débouche sur le grand déclassement et qui débouche sur le grand effacement. Parce que ce qu'il y a de pire finalement pour les personnes qui sont dans la rue, c'est avoir l'impression finalement de ne plus exister pour la société, même parfois pour leur famille. Et parfois un geste, un bonjour, parler un petit peu aux SDF qui nous demandent notamment une petite pièce, ou faire ce geste, pour eux c'est très important. Essayer de faire en sorte qu'ils restent dans l'humanité. Et je pense que c'est ces petits gestes du quotidien qui permettent à ces personnes-là de tenir. Oui. Alexis ? C'est vrai, c'est triste de voir que depuis l'appel de l'abbé Pierre de toutes ces années, très peu de choses ont évolué. Il faut rappeler que la rue, elle tue aussi l'été, en toute saison. Alors l'hiver, on en parle parce qu'évidemment, c'est encore plus choquant de voir que c'est des morts de froid. Mais l'été, le nombre de morts est à peu près significativement le même. Et rien n'est... C'est pas une priorité des gouvernements successifs, en fait, malgré les déclarations à l'emporte-pièce de dire personne dans la rue. C'est beaucoup plus complexe, évidemment. Mais sur l'hébergement d'urgence, il y a eu quelques progrès quand même, à la fois sur la concertation, parce qu'il y a ce jeu du ping-pong, vous savez, c'est la ville, puis c'est la région, puis c'est le département, c'est pas l'État. Ça commence à avancer parce qu'il y a eu un travail de fond des associations, mais c'est un sujet qui revient chaque hiver parce que c'est encore plus choquant. On a 3000, je crois que c'est ça, 3000 enfants à la rue, le chiffre fait peur. Et ce sujet-là, il n'est pas traité comme une priorité, malgré les moyens qu'on a. Absolument. Et il y a 120 millions quand même qui ont été débloqués pour l'aide à l'hébergement d'urgence, donc il faut le saluer. Maintenant, on sait quand les vagues de froid arrivent, on sait que c'est là qu'il faut faire davantage de maraude, aller chercher les gens qui voudraient se cacher ou qui ne voudraient pas aller en centre d'hébergement pour éviter justement les morts par hypothermie. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va évoquer l'arrivée de ce nouveau Premier ministre, la composition du gouvernement qui semble tendre à des petites informations qui fuitent à un gigantesque jeu de chaises musicales. Mais nous verrons. À tout de suite. C'est Brigitte Lahaie. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui. Eh oui, bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Le prix de la Côte d'Azur va nous être présenté à 13h25 sur 2925 mètres avec 16 concurrents. Le 4 idéal du Rocher est très joué actuellement et sera donc mon favori devant le 9 Honky Tonk Blue et 11 Kennedy. Derrière ces trois bases viendront le 10 Bordeaux S, 8 Floréal, 3 Éolienne Chenue, 6 Flash de Vély et 16 Écho de Champ-le-Cy. 4, 9, 11, 10, 8, 3, 6 et 16. Ma sélection du jour, direction Bordeaux-le-Bouscat en Réunion 3 course 4 avec le 4 Impératrice Love.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec vous. Nous allons parler donc du nouveau Premier ministre, de la composition éventuelle du gouvernement. Vous savez, les journalistes et les observateurs aiment beaucoup comment on dit, suggérer, imaginer qui va pouvoir être nommé. On va parler évidemment de l'électricité qui va augmenter de 10% et puis les policiers qui en ont ras-le-bol de leurs conditions de travail et qui anticipent ce qui va se passer pendant les Jeux Olympiques. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, est avec nous sur ce plateau. Najwa El Haïté, docteur en droit public. Je rappelle votre dernier livre, Laïcité et République, paru chez l'Armatange. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins. Et Poulain, sans réserve, tous les vendredis à midi, entre midi et 13h. Et Thomas Elexhauser, secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Vous trouvez, Thomas, qu'on ne parle pas assez des élections européennes ? Oui, c'est un coup de gueule pour moi ce matin. Nous sommes cette semaine à 5 mois des élections européennes. Je trouve que le débat, les rapports de force, le fonctionnement des institutions, les forces en présence, les listes qui vont être conduites ne sont absolument pas présentes dans notre actualité. C'est un regret très fort que je formule. On parle chaque jour de la petite phrase de Trump, de la riposte de Biden, comme si ce qui se passait aux États-Unis était plus important que le scrutin européen du mois de juin. Et donc je regrette fortement que le débat public ne s'empare pas de l'enjeu des élections européennes. Il y a des vraies questions de souveraineté, de savoir quel rôle l'Europe peut encore mener, quel rôle on veut donner à l'Europe concrètement sur des sujets comme l'immigration, sur l'asile, sur l'énergie, sur l'indépendance énergétique, aussi vis-à-vis de la taxation carbone sur l'ensemble du monde, etc. Et je pense vraiment que nous devrions davantage nous concentrer sur les véritables enjeux, les véritables compétences. Les Français ne connaissent pas suffisamment ce que l'Europe peut faire aujourd'hui, ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle fait de mal. Et on se limite à espérer un grand show à la télévision entre notre nouveau Premier ministre oui, c'est ça. Gabriel Attal et Bardella, avec peut-être aussi Marion Maréchal qui va venir faire le spectacle aussi. Et donc, je regrette beaucoup cette absence de fond et de débat à 5 mois des européennes. Ouais, c'est l'élection qui mobilise le moins les Français. Peut-être un petit coup de projecteur sur le fonctionnement des institutions. Alexis Poulain, vous nous en avez fait part pendant le journal. Oui, ça vient de tomber. C'est la lettre qui sort une info quand même assez exceptionnelle. La Monnaie de Paris avait fait frapper en novembre 27 millions de pièces d'euros, des centimes d'euros, qui étaient de 10, 20, 50 centimes pour les présenter à Bruno Le Maire. À la va-vite, c'était l'idée de faire un coup de buzz. Manque de peau. La Monnaie de Paris n'avait pas demandé l'aval de la commission. Résultat, coût de l'opération entre 700 000 et plus de 1,5 million au budget de l'établissement pour détruire ces pièces. Voilà, parce qu'elle n'avait pas demandé l'aval. Voilà, les Shadok Pompey, pas ce que vous voulez, mais on crée de la monnaie, on la détruit et ça nous coûte entre 700 000 et 1,2 million. C'est incroyable, tout ça pour faire un coup de buzz. Voilà, c'est la DG ECFIN, Affaires économiques et financières, qui a la haute main sur la validation des pièces et des billets. Et grâce à la DG ECFIN, eh bien, on peut dire au revoir à 1 million comme ça, parti en fumée. C'est bien. Voilà. Ou la faute est peut-être à la Monnaie de Paris qui n'a pas respecté les procédures. Mais est-ce qu'une fois que les pièces sont créées, on peut pas dire bon allez c'est bon, on va faire un peu des économies. On est dans un autre monde avec ces gens-là. On parle en milliards. Enfin c'est un peu scandaleux quand même. Non, mais par rapport à ce coup de gueule, moi, je peux que le partager. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle d'une souveraineté française qui nous échappe, à l'heure où on dit que, et moi, je le vois en tant qu'avocate, la jurisprudence européenne de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, sur les questions en effet d'immigration pèse sur notre droit. Et c'est là où on dit, eh bien, notre souveraineté nous échappe sur ces questions-là. Eh bien, il y a un tel désintérêt de notre classe politique aussi, parce que le seul coup de projecteur, c'est au moment de la disparition de Jacques Delors, récemment. C'est là où il y a eu un coup de projecteur sur l'Union européenne et les élections à venir. Donc je ne peux que partager ce regret, d'autant que les enjeux sont extrêmement importants, et pas uniquement sur les questions d'immigration, mais sur les questions
en effet de développement durable, sur les questions de fiscalité, sur plein d'autres culturelles aussi, culturelles. Donc oui, on peut émettre on peut que partager en tous les cas ce coup de gueule. Ouais. Alexis, votre coup de gueule? Alors c'est pas un coup de gueule, c'était pour parler de Davos. Vous savez, ce sommet, le World Economic Forum, qui commence lundi prochain. Il y aura une soirée française le 17 avec une dizaine de patrons français autour d'Emmanuel Macron. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est, pour les dirigeants mondiaux, le premier risque mondial? De quoi ont-ils le plus peur? Alors, faut pas parler. C'est un truc complètement hallucinant. Je l'ai lu ce matin, je ne l'ai pas retenu, je crois. C'est de la désinformation poussée par l'intelligence artificielle. Ah ouais, non, j'ai lu autre chose, mais effectivement, oui. Ils ont le plus peur d'une vague de fake news, de désinformation, parce que cette année, il va y avoir de nombreuses élections, pas seulement américaines, mais en Inde aussi, on va voter pour les députés, etc. Et donc, ils ont peur que l'IA fasse une sorte d'épidémie, de pandémie de désinformation. Et c'est ce qui fait le plus peur. Les autres risques, eh bien, ça dépend. C'est la dette publique, les fractures sociales, le ralentissement économique quand même. Toujours, bien sûr, le climat. Mais c'est assez inédit. Et l'IA qui est quand même au sommet, l'intelligence artificielle qui est au sommet des préoccupations des uns et des autres sur les risques que ça engendre pour nous autres humains. Mais il peut y avoir des conséquences dramatiques avec l'intelligence artificielle sur la manipulation. Les deepfakes, vous avez vu, quand on prend les images d'une personnalité publique et qu'on lui fait dire n'importe quoi avec sa voix, c'est de plus en plus difficile à détecter. Et effectivement, c'est quelque chose qui commence à inquiéter en plus haut lieu. Oui. Kevin, votre coup de gueule qui va nous amener après sur notre débat. Oui, donc un coup de gueule sur les propos homophobes qui ont fleuri sur les réseaux sociaux à la suite de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Moi, j'ai été profondément choqué. Je pensais que être gay et faire de la politique, être gay et diriger, un dirigeant politique ne posait aujourd'hui aucun problème. Et quand on voit sur les réseaux sociaux le nombre d'insultes, les allusions sur son orientation sexuelle, oui, moi, ça m'a profondément choqué. Et de l'autre côté, on a aussi des militants LGBT qui nous racontent que c'est une fierté, que c'est une chance et qui font la même chose, qui essentialisent Gabriel Attal en le ramenant à son orientation sexuelle. La vérité, c'est que Gabriel Attal, en effet, est homosexuel. Ça ne lui pose aucun problème de le dire, mais ce n'est pas un militant. Et j'aimerais qu'on juge les hommes politiques non pas à leur orientation sexuelle, non pas à leur couleur de peau, non pas à leur origine ethnique, mais à leur bilan. Et moi, j'ai trouvé, par exemple, dans l'émission 7 à 8, le témoignage de Gabriel Attal extrêmement touchant sur le harcèlement, notamment à cause de son orientation sexuelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de collégiens et de lycéens qui ont pu se reconnaître là-dedans. Et ce qu'il y a de pire, je crois, pour lui, c'est qu'on lui a volé finalement son coming out. Il y a eu Juan Branco qui a révélé son homosexualité en pensant lui nuire et il a été obligé de réagir derrière. Donc voilà, à un moment donné, je pense que tous ces propos homophobes, tous ces propos dégueulasses n'ont pas lieu d'être. Et moi, je suis pour des sanctions fermes vis-à-vis de ceux qui inondent de haine les réseaux sociaux. À un moment donné, ça va bien. Oui, mais c'est vrai que ça a été beaucoup mentionné, beaucoup aussi à l'étranger. Et ce tweet d'Edoui Plenel, absolument lunaire ce matin, j'emploie le mot de lunaire parce que je ne veux pas risquer un procès. Gay, mais pas trop. Ça commence comme ça, 2 points. Attal, qui a interdit l'abaya à l'école, est désormais chargé du réarmement civique, ne saurait être suspect de menacer l'autorité de l'État avec des revendications minoritaires. Ainsi, lui seront ouvertes les portes du pouvoir. Et notre confrère Lucas Jakubowicz lui dit, selon la police de la pensée, un vrai gay doit être de gauche, intersectionnel, donc Attal n'est pas gay. Cette oukase relève de l'essentialisation totale et reste faux. Les LGBT votent comme tout le monde et il y en a dans tous les partis, y compris au RN. Voilà, c'est l'œuvre de l'extrême gauche, l'essentialisation. On ne peut pas être homosexuel et être de droite, on ne peut pas être d'origine africaine et être de droite. Moi, par exemple, je fais beaucoup de plateaux avec Naïma M. Fadel. Tout ce qu'elle se prend dans la figure, parce qu'elle prend des positions qui ne vont pas dans le sens de la doxa. Mais arrêtez d'enfermer les gens dans des cases, arrêtez d'enfermer des gens dans une couleur de peau, dans une orientation sexuelle, et libérez tous ces gens. Et moi, en tant qu'enseignant de banlieue, j'ai vu à quel point il y avait 2 types des professeurs.
Il y avait des professeurs très attachés au mérite qui s'en fichaient complètement de l'origine ethnique, de la religion des élèves et qui essayaient de les amener le plus haut possible, et d'autres qui étaient tout le temps dans la culture de l'excuse en train de dire mais regardez, le pauvre petit, il est musulman, mais on s'en fout en fait, c'est pas ça la méritocratie républicaine, c'est pas ça la République, qu'on arrête l'essentialisation. On va y revenir, vous pourrez réagir, parce qu'une auditrice dit c'est de la censure. Non, c'est pas de la censure, on a tout à fait le droit, et Gabriel Attal l'a fait, de dire qu'il est homosexuel, mais le réduire à ça pose quand même question, en particulier quand les réactions sur les réseaux sociaux n'étaient pas particulièrement bienveillantes. À tout de suite. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité, peut-être des réactions à ce que disait Kevin Bossuet à propos de Gabriel Attal, et des réactions en particulier sur son homosexualité et une façon de l'essentialiser, de le définir par cela. Dans un sens comme dans l'autre, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que faire de l'orientation sexuelle un atout ou un problème politique, c'est grave. Enfin, ça ne devrait pas être une question. C'est ça. Mais du fait du wokisme et de l'utilisation de tout pour faire une revendication politique après une autre, on en arrive là. Et puis les discours de haine, c'est hélas pas nouveau. Et l'homophobie, elle est bien présente, évidemment. Et ça, c'est encore une fois dramatique de voir qu'on en est encore là, malgré les avances qu'il peut y avoir, les avancées qu'il peut y avoir sur différents sujets, notamment l'Église, qui a bougé à ce sujet, par exemple. D'autres religions devraient en faire autant. Absolument. Commentaire? Non, mais moi aussi, ça m'a scandalisé. On juge un homme politique ou une femme politique par les actes et par ses actions concrètes, et surtout qu'il y en a pas mal. Enfin, je veux dire, mais le pire, ce sont les propos antisémites, alors que Gabriel Attal n'est même pas juif. Non, mais on est vraiment chez les dingos. Non, puis à l'heure où vraiment, on parlait tout à l'heure de valeurs républicaines, d'universalisme. À chaque fois, on revient à des revendications communautaires. Voilà, il est homosexuel, donc ça veut dire il va représenter des revendications particulières. Et donc à un moment, j'ai envie de vous dire, on marche sur la tête. C'est-à-dire que là, on devient une addition de communauté. C'était très curieux tout ce qui a pu être détaillé. C'était très curieux tout ce qui a pu être détaillé sur l'appartenance religieuse à la fois de son père de sa mère, dans le détail, peu importe de savoir quelles sont les confessions des parents du Premier ministre. Et je rejoins ce qu'a dit Kevin sur le fait que il n'a jamais été un militant de la cause LGBT, des droits des homosexuels, etc. Et donc, à partir du moment où il n'a jamais été un militant de cela, en faire un grand étendard est quand même très curieux. Ça lui est reproché par Edwy Plenel, visiblement, en disant c'est ça qui est complètement dingue. Degré de satisfaction à propos de la nomination de Gabriel Attal, sondage IFOP pour Sud Radio, total satisfait, 53% des Français. C'est mieux que Elisabeth Borne, 47% à l'époque, et c'est vrai que c'est chez Renaissance, 96% sont satisfaits, les Républicains 75%, Parti Socialiste 61%, les Écolos 58%, enfin bon, il y a que chez la France Insoumise où ça plaît pas, et au Rassemblement National 30% également qui ne sont pas totalement satisfaits, donc c'est globalement plutôt un bon score. C'est un peu ce que nous laissait entendre hier Frédéric Dabi. Oui, c'est un très bon score. Alors moi j'aime beaucoup Gabriel Attal, moi je suis très content qu'il soit à Matignon. Je regrette un peu quand même qu'il ne soit pas resté à la tête de l'éducation nationale, parce que je trouve que c'était un excellent ministre. Et Gabriel Attal vient de la gauche. Mais c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui est capable d'adapter son discours aux problèmes du temps présent. Et c'est quelqu'un qui a du courage politique. Et puis quel renouvellement politique quand même. 34 ans, ça fait des années qu'on nous raconte que l'on voit toujours les mêmes. Là, enfin, il y a quelques figures qui émergent, lui et notamment Jordan Bardella. Et de manière générale, on dit tout le temps il n'a pas de bilan à l'éducation nationale. Mais vous savez, diriger l'éducation nationale, c'est très compliqué. Le fait
de changer le discours, d'accentuer sur les valeurs républicaines, d'interdire l'abaya. Il a fait tout un discours sur le harcèlement scolaire avec des actes concrets. Je vous assure que moi qui suis dans l'éducation nationale, j'ai vu la conséquence, j'ai vu la prise de conscience sur cette question-là. Et puis même de manière générale, insister sur le mérite, insister sur l'importance des savoirs, remettre en avant les groupes de niveau. Moi, je trouve que c'est très bien. Donc apparemment, Gabriel Attal va emporter avec lui l'école. Je l'espère, parce que ce qu'il a mis sur les rails, en effet, c'est excellent. On efface Pap Ndiaye, on retrouve un peu de Jean-Michel Blanquer et on retrouve la méritocratie républicaine. Donc j'espère vraiment qu'il ira jusqu'au bout, parce que soit on réforme l'école maintenant, soit c'est fini. Oui, enfin là, il doit réformer le pays. Hein. C'est Alexis. Oui, c'est-à-dire que on a, un peu une course en avant. J'en parlais dans mon édito de ce matin, mais les soucis vont vite rattraper une fois ce passage médiatique de alors qui s'en va, qui revient, qu'est-ce qui se passe. C'est pas parce qu'on change de Premier ministre qu'on met les problèmes sous le tapis. Ils sont toujours là, que ce soit la dette, l'inflation, les faillites d'entreprise, le chômage et la sécurité. Tout ça, le quotidien des Français va pas changer parce que Gabriel Attal est Premier ministre. Il ne fera pas de miracle, n'en déplaise à Christophe Barbier. Donc ça va être compliqué de faire face au réel de la semaine prochaine, dès qu'on aura un nouveau gouvernement qui va se mettre à l'action. Enfin, on va avoir après toute les éléments de langage pour dire ça y est, on est sur le pont, c'est bon, on y va. Équipe resserrée. Équipe resserrée, certes, mais et alors Thomas, Alexa Hauser. Concernant Gabriel Attal, je trouve qu'il a pour lui d'être assez audible et de parler clairement. J'avais trouvé d'ailleurs qu'il avait été un excellent porte-parole du gouvernement dans le quinquennat précédent, et le travail qu'il a fait en effet en quelques mois et les idées nouvelles et l'impulsion qu'il avait pu donner à l'éducation vont dans le bon sens, et c'est ce que j'avais dit à l'époque et qu'on peut lui reconnaître. Après, la feuille de route, elle est énorme, les difficultés de ce pays sont colossales. Il a été ministre du budget, on est quand même dans un pays qui dépasse les 3 000 milliards d'euros de dette, avec une marge de part d'investissement dans le budget de l'État qui est ridicule, qui est totalement minime, qui se limite peu ou prou aux dépenses accordées au ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Et donc je pense qu'il y a en effet énormément de travail, et je profite d'avoir la parole. On attend encore la connaissance du gouvernement, mais j'appelle à un choc de simplification, à une réduction du nombre de ministres et aussi à de la stabilité. On est quand même dans une situation où Elisabeth Borne avait autour d'elle 40 ministres, quand en Allemagne, il y en a 16, et si je enlève les secrétaires d'État, je suis à 31 ministres et ministres délégués. Allemagne 16. Donc j'appelle vraiment à une simplification, à une stabilité peut-être des ministres qui font le job, et à voir quel visage, quelle orientation et quel cap il va donner. Mais arrêtons ces gouvernements énormissimes et qui au final n'avancent pas et ne portent rien. Et appelons enfin un choc de simplification et un acte de décentralisation très très fort, et à travailler. Emmanuel Macron, depuis qu'il est chef de l'État, n'a jamais reçu une seule fois dans son bureau la totalité des présidents de régions. François Hollande avait quand même simplifié et passé à 13 régions françaises. Pourquoi ne pas travailler de concert avec ces chefs d'organes qui ont été élus au suffrage universel direct comme tête de liste et présidents de région, et qui aujourd'hui ont la main sur l'investissement et la transformation du pays? Oui, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Lidl, réélu encore et encore. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelle marge de manœuvre pour Gabriel Attal pour composer son gouvernement? Est-ce qu'il s'agira d'un jeu de chaises musicales? Est-ce qu'il y aura des personnalités de la société civile? On n'en sait rien, mais pendant la pub, on faisait le tour des ministres inconnus, de ceux... Alors, c'est pas parce qu'on ne les connaît pas qu'ils ne travaillent pas, mais je demande ce qu'a fait la personne, le secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Si je vous dis Olivier Bercht, ça vous dit quoi? Mais bon, commerce extérieur, parce qu'on l'a dit. Le ministre de la mer, pareil, à quoi ça sert? Voilà. Y a quand même. Ça sert à la mer.
Oui, mais il a fait quoi ? Ils ont fait quoi ? Donc peut-être qu'ils ont fait des choses. Ils ont fait beaucoup de voyages. Mais on le sait Moi, pas. j'ai regardé justement les 40. Je suis allé voir leur dernier poste pour voir un peu ce qu'ils avaient fait. Bravo. Et ils ont pris beaucoup d'avions de la République. Je peux vous dire que là, le niveau carbone, le bilan carbone du gouvernement, il est au top. Ils ont fait énormément de voyages pour aller rencontrer des gens qui travaillent à droite à gauche, qui font des trucs et ils posent en photo. Et c'est un peu le ministre potiche, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il pose en photo avec un truc pour dire voilà, on est allé rencontrer un tel. Donc il y en a qui étaient au Vietnam, un autre qui était au Mexique, un autre. C'est impressionnant. Non, mais je parle du handicap parce que je trouve que c'est un sujet essentiel et qu'on ne fait pas ce qu'il faut forcément. En France, quand on voit parfois des tweets de gens qui racontent la détresse dans laquelle ils sont, la maman de cette jeune femme trisomique, Louise, qui avait écrit un livre qui avait eu beaucoup de succès, qui raconte qu'elle en est encore à prouver que sa fille est handicapée, qu'elle doit renouveler les preuves. Enfin, c'est invraisemblable. Des gens qui n'ont pas de logement alors qu'ils sont en situation de handicap, à qui on propose des 3e étages sans ascenseur. Enfin, il y a juste du bon sens et du pragmatisme, les hôpitaux, la santé. Alors hier, j'ai fait le test, pardon d'être un peu longue, j'ai fait le test sur les dermatologues. Quelqu'un m'a dit, regarde, cherche un dermatologue. Pour trouver un rendez-vous dermato, 6 mois d'attente. En revanche, dermato qui vous fait des injections d'acide hyaluronique, c'est la semaine prochaine. Et je lisais ce matin dans Le Parisien que de nombreux médecins sont tentés de se déconventionner. Et moi, mon kiné hier me disait, je vais prendre ma retraite, je vais me déconventionner, j'en ai ras-le-bol de la paperasse. Et je lui dis, mais je comprends pas. Il me dit, mais c'est d'une complexité, on est contrôlé sur tout, on nous emmerde, on peut pas bosser. Donc je vais arrêter de rendre des comptes à la sécurité sociale et donc on va avoir encore cette santé riche-pauvre qui va se mettre en place. Thomas Elexhauser, oui, sur ce que vivent les Français au quotidien et sur ces ministres dont on n'entend pas parler, dont on ne sait pas ce qu'ils font. Le problème, c'est que l'État aujourd'hui n'est plus efficient. L'État veut tout faire alors que l'État devrait déjà être compétent sur ses compétences premières. La sécurité, l'éducation, la santé. Emmanuel Macron a appelé un grand rendez-vous avec les Français en janvier. Et qu'il nous surprenne cet après-midi. Avec un chambardement, avec une refonte complètement et en effet, pourquoi pas, un gouvernement ultra resserré de 15 ministres de plein exercice avec des compétences fixes et avec du boulot devant. Aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de masse où on empile les directions, les compétences, même y compris au sein des collectivités, au niveau de l'État présent dans les territoires, la DDTM, la réal, et plus personne ne comprend qui fait quoi. Et on est quand même dans un pays qui est le plus taxé au monde. Quand est-ce qu'on va enfin se soucier de la réforme de l'État ? Bien sûr. Mais Jean Jaurès disait que l'État était le bien de ceux qui n'ont rien, sauf qu'aujourd'hui l'État c'est devenu le problème de ceux qui veulent travailler, qui veulent faire de l'argent, qui veulent monter une entreprise, qui veulent qu'on leur fiche la paix. En fait, c'est devenu d'une complexité abyssale et en plus c'est devenu profondément injuste. Il y a un problème dans notre pays de consentement à l'impôt. Vous avez notamment les petites classes moyennes ou même les classes moyennes de manière générale qui ont l'impression de beaucoup payer d'impôts, d'être emmerdés à longueur de temps par l'État qui les flique sur les routes, etc. Et de l'autre, on a l'impression en effet d'avoir une France qui ne travaille jamais, une France entre guillemets d'assister, et tout ce qui ressort de cela, c'est un sentiment d'injustice profond. Et c'est là où Gabriel Attal a quelque chose à jouer, parce que le macronisme est lié notamment au mépris social. J'ai vu lors de sa première sortie qu'il a voulu parler aux classes moyennes, donc il va falloir qu'il se détache de cette image d'Emmanuel Macron pour mettre en avant la méritocratie, et il a commencé à le faire à l'éducation nationale, et j'espère qu'il continuera là-dessus, et c'est comme ça qu'il réussira à battre le Bardella, et qu'il réussira notamment à draguer les milieux populaires, comme l'a fait Sarkozy en 2007 avec le travailler plus pour gagner plus. La joie. Non, mais en France, en effet, on paye, on est un des pays les plus imposés, hein. Et le problème, c'est que quand on en parle, on se dit, mais le problème, c'est que les services publics ne suivent pas. Ça ne suit pas. Moi, je vais pas raconter ma vie, mais j'étais à l'hôpital Necker pour des raisons personnelles par rapport à ma fille.
on a dormi sur place. On est arrivé à 21h du soir. Nous n'avons pas été pris en charge. Alors les pauvres dames de l'accueil ont commencé à dire, mais vous savez, vous avez 7 médecins pour une cinquantaine de patients. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Et donc vous aviez des parents avec leurs enfants, mais malades, qui dormaient, mais sans exagérer, qui dormaient par terre. Et là, je me dis, mais où on est? Donc on a dormi on a passé la nuit là-bas et on a été reçus à 9h du matin. Et on me l'aurait raconté, j'aurais dit, mais c'est exagéré. Et ben, je l'ai vécu. Ouais. Donc il y a un véritable effondrement des services publics. Vous parliez de l'hôpital, donc je l'ai vécu. L'école, on parlait de la détermination du ministre Gabriel Attal par rapport au choc des savoirs, mais il y a aussi un vrai problème d'attractivité du métier d'enseignant. Donc Kevin, vous pouvez en parler. Mais on a l'impression que tout se fissure, vous voyez. Même on parlait du volet régalien, la sécurité, où là encore on en parlera, où vous avez la police qui en a plus que ras-le-bol, vous avez des démissions en nombre, des alertes maladie. Et donc, moi, je souhaite bon courage au Premier ministre. Donc, je lui souhaite bon courage et tous mes voeux de réussite, parce que il a du pain sur la planche. Oui, Alexis. Oui, c'est ce que je disais. Enfin, c'est pas un changement de gouvernement qui fait disparaître tous les problèmes qu'a ce pays, malheureusement, et l'inflation. Première de l'impôt préoccupation des Français. Évidemment, mais l'inflation. Regardez, on commence direct l'année avec Bruno Le Maire qui dit que les prix vont baisser alors que les fabricants dans l'alimentaire disent que pas du tout. Une augmentation de l'électricité alors que les prix sur le marché de gros ont baissé, mais grâce aux taxes, à cause des taxes, les prix de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er février. Enfin voilà, c'est de plus en plus difficile de vivre de son travail. On a un pays qui est en voie de smicardisation où finalement le SMIC devient le salaire de référence. Les nombreuses faillites d'entreprises où c'est un déni total de la part des décideurs. Il faut surtout pas en parler. C'est le niveau de 2017, ce qui était quand même, c'est le déni en fait le problème. Et souvent les gens déni ou amateurisme ou incompétence. Oui, enfin je sais pas. Ou débordements. Enfin il y a un côté la communication a remplacé le politique pour beaucoup. Et c'est tout le problème. C'est de dire on peut pas faire que des effets d'annonce. Je veux dire sur effectivement ce qu'a fait Gabriel Attal quand il arrive à l'éducation, il fait un effet d'annonce sur la baya. Ça marche parce qu'on dit ah oui enfin il prend une mesure. Il l'a fait. Ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs. On regarde la rentrée de septembre 2024 et puis on en reparle. On verra, c'est ce que j'ai dit. Il faut aller vérifier sur si ce qui a été annoncé a été suivi des faits. Je voudrais vous lire quand même ce tweet qui date d'il y a 10 minutes de Sandrine Rousseau. Gabriel Attal est juif et gay. Très bien. Pas juif. Aucune attaque de près ou de loin, de manière directe ou indirecte là-dessus, jamais. Sauf qu'elle dit une grosse connerie. Il est chrétien orthodoxe. Il est pas. Enfin, franchement, mais déjà ce tweet de dire non, on ne peut pas vous dire qu'il est gay et qu'il est juif, mais néanmoins, il y a. Enfin, je suis. Ça part d'un bon sentiment. C'est l'extrême gauche. Mais il y a un niveau. Le niveau de l'extrême gauche est franchement au bord du précipice. Hein. Ouais. Il suffit de prendre Elisa Sourdi. Je ne sais même pas prononcer son nom. Je l'ai encore entendu récemment dans un débat de télévision, j'ai eu l'impression d'avoir un élève de 6e en face de moi. Enfin, à un moment, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai rien contre. Enfin, je suis contre les idées d'extrême gauche, mais au moins que ces gens-là les défendent beaucoup mieux avec du contenu et arrêter d'être dans l'invective et avec des réformes de fond. Enfin, là, c'est pas possible. Alors, vous attendez quoi d'un nouveau gouvernement et des ministres? Ce sera un gouvernement resserré, qui ait des nouvelles têtes, qui fasse participer les LR. Je sais que du côté du centre, on a verrouillé, paraît-il, les postes de certains ministres comme Marc Fesneau qui devrait rester à l'agriculture. C'est ce que je disais, c'est changer les priorités en fait. On parlait des SDF morts à la rue. Je crois que la lutte contre la pauvreté doit être une priorité. Ça l'a jamais été. On a eu la Civise. Et j'ai invité le juge Durand souvent au micro de Sud Radio pour parler de cette commission indépendante sur la lutte contre les violences faites aux enfants, violences sexuelles et inceste. On voit comment ça finit. Le juge Durand est remercié et puis on ne sait pas ce que va devenir la Civise. Remettre ça comme une priorité.
c'était très bien, la Civis, 3 ans de libération de la parole, ça devrait être aussi une priorité. La lutte contre l'inflation et la vie chère, ça devrait être une priorité. Un ministre de la consommation. Non, mais c'est quoi ça? Mais non, je voudrais ça. Il faudrait quelqu'un qui s'occupe des consommateurs. Normalement, ça fait partie de l'économie. Oui, ça devrait être à Bercy d'une certaine façon. Mais c'est à Bercy, mais il y avait un ministre en titre à une époque. Je vous dis, rien ne changera. C'est 12 milliards d'économies qui doivent être trouvées d'une façon ou d'une autre pour satisfaire Bruxelles. C'est préparer les européennes, donc ce sera de la com. Et derrière, ce sera un niveau d'insécurité globale qui va continuer d'exploser et une paupérisation du pays qui va continuer. Alors, malheureusement. Pas pessimiste. Non, mais je suis pas pessimiste, mais je vois pas comment ça peut changer. Moi, j'attends surtout la fin du en même temps. Gabriel Attal nous a montré à la tête de l'éducation qu'il était capable de le faire, qu'il a accompagné la société, qu'il a accompagné sa droitisation, qu'il a accompagné sa volonté de renouer avec la méritocratie et les valeurs républicaines. J'attends qu'il fasse la même chose à Matignon. On a vu avec la loi immigration que le en même temps était mort, que les Français ne suivaient plus. Il faut que Gabriel Attal s'adapte aux attentes des Français, aux attentes des classes populaires, aux attentes des classes moyennes. Et pour cela, il faut qu'il arrête de faire un peu ci, un peu ça. Voilà, c'est ça qu'on attend. Parce que le macronisme originel qui donne un peu à gauche, qui donne un peu à droite, ça a donné quelque chose de complètement brouillon et ça a d'ailleurs tué le débat politique et ça a tué le clivage gauche-droite. Donc Gabriel Attal assume, il vient de la gauche, qu'il gouverne avec les Républicains pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale et qu'on va vers une politique qui renoue avec le mérite, avec le travail, avec la République et qu'on sorte un peu des problèmes que connaissent les Français aujourd'hui. Oui. Oui, je pense qu'il y a une vraie quête de retrouver de l'ordre. Retrouver de l'ordre dans la rue et dans les comptes. Et c'est vrai que cette loi immigration a bien prouvé que les états d'âme d'une partie de sa majorité étaient totalement déconnectés des attentes des Français. Et que pour une fois, une loi qui certes n'est pas parfaite, qui certes ne va pas régler tous les sujets, a quand même mis sur la table quelques cas qui ont pu être résolus par cette loi issue de la droite sénatoriale. D'ailleurs, je fais une parenthèse que le RN n'a pas voté au Sénat mais a voté à l'Assemblée. Bon, tout ça est très, très évident à comprendre. Et je pense qu'il y a un besoin d'ordre et que Gabriel Attal a peut-être l'occasion, en effet, d'enterrer le en même temps, de remettre l'ordre au cœur des priorités et d'arrêter les états d'âme de la partie gauchiste de la majorité macronienne. Et surtout, l'autorité. Il faut renouer avec l'autorité des professeurs, l'autorité des policiers, l'autorité des élus. Ouais, ce n'est pas normal qu'on risque notre vie, qu'on rentre dans une salle de classe, qu'on est policier, qu'on maintient la paix civile. Enfin, à un moment donné, le respect, c'est avec ça qu'il faut renouer. Ça ne se décrète pas, c'est que ça ne se décrète pas. Mais il y a des mesures qui sont très fermes. Avec un peu de fermeté, je pense qu'on peut y arriver. Quand M. Attal a décidé de sanctionner sévèrement les élèves qui ont refusé de faire la minute de silence pour Dominique Bernard, on était dans la fermeté. Ouais. Un tweet pour juste terminer cette partie. Enfin, c'est plutôt un article à retrouver dans l'opinion de Marie-Amélie Lombard, dans lequel elle explique que l'éducation, elle dit Marlène Schiappa avait un jour tiré les cartes à Gabriel Attal et parmi les influences extérieures, entre guillemets, elle distinguait, alors c'est dans le point, une femme de pouvoir plus âgée dont il allait peut-être prendre la place. Marlène Schiappa tirait donc les cartes et Marlène Schiappa avait prévu que Gabriel Attal... C'est une qualité que je ne lui connaissais pas. Non, elle en avait pourtant beaucoup. Voilà. Incroyable. Donc en fait, c'est dans le point. C'est à lire dans le point. C'est essentiel. Hein, tous chez Marlène Schiappa. Elle n'avait pas tort. Hein, donc elle n'avait pas tort, absolument. Les influences extérieures. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de nos policiers, du prix de l'électricité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler du prix de l'énergie, de l'électricité qui va encore augmenter de 10%. En février prochain. Pourquoi ? Le retour d'une taxe supprimée dans le cadre du bouclier tarifaire. C'est quand même... C'était mon édito de ce matin. Ouais. Il faut savoir que le mégawattheure était à 150 €. Le mégawattheure, il est passé à 83 €. Une baisse de 30% sur le marché de gros, voire plus. Et nous, on va voir le prix de l'électricité en un an prendre 37,5% avec ces 10% supplémentaires qui arrivent en février. Parce que c'est le retour de la taxe. Alors c'est la taxe sur la consommation intérieure
d'électricité ou un truc comme ça pour financer la transition énergétique, etc., etc. Donc c'est un choix gouvernemental. On pourrait payer l'électricité moins cher. Alors, il se rassure en disant qu'on la paye à peu près comme les Allemands, qui la payent pas si peu cher, qu'on l'exporte et donc on a des centrales qui se sont remises de leur fermeture de l'an dernier. On a des stocks de gaz et on a relancé aussi les centrales à charbon. Ça y est, c'est reparti avec les vagues de froid. Deux centrales à charbon, viennent de reprendre du service. Alors généralement chaque année c'est une vingtaine de jours, une quarantaine de jours. Et pourquoi la centrale à charbon ? Parce qu'elle s'allume en 10 heures. C'est la seule centrale qui peut se lancer comme ça à la demande, à la volée et finalement c'est pour ça qu'on les garde. Mais rappelez dans les vœux du président Macron qu'il avait dit qu'on sortait du charbon, etc. Donc ça fait partie de ce en même temps des sujets en fait qui devraient nous intéresser plus que qui va remplacer un tel à la tête d'un gouvernement qui ne gère plus rien, parce que ces 10%, ils ont été choisis par le gouvernement. Et puis ensuite, il va falloir regarder de près où seront les coûts budgétaires pour les 12 milliards d'économies à trouver pour Bruxelles, parce que ça aussi, ça va être tout de suite et maintenant et important. Et puis après, moi je pense qu'un des grands sujets, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Gabriel Attal a fait son premier déplacement dans un commissariat, c'est la sécurité. Ça reste la sécurité. Bien sûr. Et on peut pas l'éluder. Il y a eu encore des chiffres qui ont été publiés par le Figaro. C'est faux. Le sentiment d'insécurité, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. La France est en train de devenir un coupe-gorge, n'en déplaise à Éric Dupond-Moretti. Oui. Mais sur l'électricité, effectivement, c'est la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. C'est ça. C'est déjà l'intitulé. Une taxe de 2004 qui était à 4 € en 2004, qui est passée à plus de 22 € à partir de 2017, quelque chose comme ça. Mais on peut s'interroger, moi je suis allé en Espagne, l'essence est à 1,50, 1,52, 1,56. Pourquoi chez nous, effectivement, ce sont encore les taxes, mais ça fait 39% de hausse en un an quand même. Donc quand vous parlez avec les restaurateurs, avec les commerçants, libraires et tout, c'est une ça crée des faillites d'entreprise. Bien sûr. Il y a eu les boulangers qui avaient alerté les premiers sur le prix de l'énergie, mais ça fait des entreprises qui n'arrivent plus à payer les factures. Voilà. C'est le bouclier tarifaire est donc abandonné, comme l'a annoncé le gouvernement. Jusqu'ici, c'était 15 milliards dans le budget annuel. Mais ce que dit Alexis est intéressant, parce que j'ai entendu la ministre de l'énergie, il y a quelques jours dire que les centrales à charbon ne seraient pas rallumées. Vous avez raison, une première l'a été, que nous avions du stock et que nous vendions de l'énergie tellement nous étions en capacité d'en produire. Nous rappelons quand même que sur le en même temps, tout ce qui touche les centrales nucléaires et la vision du nucléaire du gouvernement a beaucoup changé ces dernières années. Bien sûr. Et donc, espérons que le en même temps va s'arrêter sur l'énergie pour les 3 années qui restent. Najwa, sur l'énergie. Non, mais c'est une vraie question parce qu'on parle des entreprises, mais vous avez également des maires qui se sont plaints de l'augmentation des prix de l'électricité en disant mais comment on va y arriver ? L'éclairage public, l'éclairage des établissements publics, donc c'est aussi une vraie inquiétude du côté des élus locaux. Sachant que les Français ont quand même fait preuve d'exemplarité et ont fait attention. Il y a eu une vraie baisse de la consommation et c'est tant mieux depuis l'année dernière. Vous parliez de sécurité, les policiers ont manifesté hier, un certain nombre de policiers pour dénoncer leurs conditions de travail, des slogans policiers méprisés, JO en danger. C'est vrai qu'ils vont être mis à rude épreuve, ils vont être mobilisés, plus de congés, et puis des salaires là aussi comme pour les enseignants qui restent très bas. Et visiblement ces policiers ont le sentiment, Kevin Bossuet, de ne pas être entendus. Et là encore une fois, quand vous voyez que dans certaines communes, vous avez une voiture pour 5 communes, l'urgence, quand vous appelez, ils ne sont pas forcément là. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus, ces policiers, mais ils ont aussi le sentiment d'être déconsidérés et d'être profondément méprisés. Et moi, j'aimerais dire une chose qui est simple. J'aime la police et les citoyens qui sont attachés à l'ordre républicain aiment la police. La police est devenue une cible pour l'extrême gauche qui l'instrumentalise pour faire de l'électoralisme électoral. Je me demande comment on est policier aujourd'hui, on arrive à tenir moralement alors quand on est présenté par une partie du spectre politique comme un ennemi, voire un ennemi de classe, ce qui est complètement stupide. En outre, on paye déjà beaucoup d'impôts et on est incapable de payer
payer les heures supplémentaires des policiers. On est incapable de payer une prime supplémentaire aux policiers. Alors, il leur a été promis une prime, mais... Oui, moi, je serais pour une mesure que les policiers, par exemple, ne payent plus d'impôts sur le revenu. Par exemple, ça pourrait être une solution intéressante pour leur redonner du pouvoir d'achat. Et dernière chose aussi, moi j'ai l'impression que quand on est policier aujourd'hui, il n'y a plus de présomption d'innocence. Il y a une présomption de culpabilité. À chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, une bavure policière, qui d'ailleurs n'est pas forcément une bavure, c'est toujours de la faute des policiers. Et moi j'ai cette image de François Hollande qui était au chevet de Théo, vous savez, dans l'affaire Théo, et qui était au chevet d'un délinquant et qui a, je crois, malmené à ce niveau la police. Et quand vous avez cette gauche qui choisit finalement ses victimes, qui choisit Naël, qui choisit Théo, et qui ne bronche pas quand il s'agit de Lola, parle bien dans le micro. Quand il s'agit de Thomas, on se dit que cette gauche n'a rien compris, et cela se fait également dans le discrédit, en effet, de nos policiers. Alors, et ça, pour moi, c'est très grave. On a un problème de micro avec vous. Réaction. Non, mais c'est pas de la censure. Le mal-être des policiers n'est pas nouveau. On en parlait déjà postérieurement aux manifestations des Gilets jaunes. Vous avez en effet des policiers qui sont sursollicités. Donc, dans le cadre de manifestations, déclarées ou non déclarées d'ailleurs, on est toujours à un risque d'attentat très élevé. On parlait des JO. Là aussi, ces risques d'attentats ne disparaissent pas pour autant, bien au contraire. Et donc, vous avez des policiers nationaux, parce que j'allais dire aussi municipaux, parce que la police municipale, ne l'oublions pas dans les communes. Quand la police nationale n'est pas là, c'est la police municipale qui prend le relais. Et donc, vous avez des missions qui sont de plus en plus étendues et puis des risques de plus en plus élevés. Donc, vous avez la police nationale qui vit un mal-être, mais aussi les policiers municipaux. Donc, moi j'entends parfaitement, mais voilà, c'est une actualité qui revient sans cesse. Et là où c'est très inquiétant, c'est comme dans l'éducation nationale, vous avez des policiers qui démissionnent de plus en plus, qui se mettent en arrêt de maladie de plus en plus. Et à la veille des JO, c'est loin d'être rassurant parce que, vu le nombre de démissions, et là, je fais référence aussi à l'éducation nationale, vous êtes obligé de diminuer le niveau de ces fonctionnaires pour combler le vide. Je voudrais qu'on dise merci. Les policiers ont manifesté, mais il y a dans les forces de l'ordre aussi les militaires, les gendarmes. Il est question que les fonctionnaires administratifs de la place Beauvau, de la justice soient réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. On arrive dans une année exceptionnelle avec le débarquement, le 80e, qui va être quand même un événement énorme, puisqu'on fête les années en zéro. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'inauguration de Notre-Dame, la venue du pape à Paris. Et je voudrais leur dire merci pour leur travail, leur engagement, et ils s'apprêtent à vivre des semaines d'intensité. J'ai pu échanger avec certains, ils n'ont aucune idée de quelle mission ils vont devoir remplir. On a parlé des lacunes vis-à-vis de la sécurité privée, mais on découvre quand même pas les Jeux Olympiques cette année. Ça fait quand même un sacré moment qu'on est au courant. Et on continue encore à évoquer le plan A de la cérémonie sur la Seine, sans aborder réellement si jamais il y a le plan B. À suivre. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À demain. C'est Gilles Gonzman. Je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons